rebonsoir, c'est encore Cordélia. Nous revoilà pour quelque chose de plus joyeux peut-être que ce que je viens de faire. Nous sommes là pour parler de cœur et de cul, pour répondre au courrier du cœur et du cul avec Margot de la chaîne Vivre Avec. Bonsoir, bonsoir. C'est ta première intervention de la soirée d'ailleurs. Ah mais oui, effectivement, je ne suis pas rentrée dans cette pièce. Et oui. J'ai 20 points. Voilà. Bonsoir les points chatons pour Margot. d'internet. Voilà. Nous avons également autour de la table You. Coucou Méradi. Voilà, qui fait de l'illustration, qui a d'ailleurs été interviewée sur la chaîne de Princesse LGBT. Allez voir, abonnez-vous, je rends. Nous avons Blaise de La Chronique, qui fait des vidéos sur la sexualité sur YouTube. Bonsoir. Voilà. Nous avons Quentin, Monsieur Q, célèbre, que nous ne présentons plus. Illustrateur, BDiste et tout ça. Calvin, qui fait aussi de l'illustration d'ailleurs. Beaucoup d'illustrateurs à cette table, dis donc. Bonsoir, c'est la première fois que je suis sur Radio Cuisine. Voilà. Mais c'est toi d'ailleurs qui est l'auteur de notre belle affiche. Ouais. Et oui, elle est très belle. Magnifique affiche. Voilà, elle est magnifique. Donc depuis, je sais pas, une semaine, 2 semaines, nous avons demandé avec Margot si vous aviez des questions du cœur et du cul. On les a rassemblées. Alors, j'en avais une première. Je me suis dit ça pouvait lancer un petit peu. Elle est courte, parce qu'il y en a des très longues après. Ah oui, il y en a des très très longues. Alors, quand on n'a jamais couché avec quelqu'un, est-ce qu'on doit se faire dépister pour les IST, etc. ou il faut attendre d'avoir eu des rapports? Est-ce que quelqu'un veut commencer ou est-ce qu'on... Non. Moi j'ai la réponse, mais... Oui. Je veux pas dire dans le doute, oui. Alors, du coup, bon, je réponds. Et s'il y en a quelqu'un qui veut compléter, du coup, parce que j'ai oublié un truc, n'hésitez pas. Donc, alors, tout dépend un petit peu. Effectivement, tout ce qui est IST, VIH, etc., le mode de transmission majeur, ça va être les rapports sexuels. Donc, effectivement, si tu n'as eu aucun rapport sexuel, et par rapport sexuel, j'entends pas juste une pénétration vagin-vulve, c'est bizarre quand même. Vagin. Pourquoi pas, mais voilà. Alors, vagin-pénis, peut-être, voilà. Ouais. Peut-être plus, voilà. Mais également tout ce qui est échange de fluides, vulve contre vulve, fellation, tout ça, enfin voilà. Tout ce qui est sexe oral. Tout c'est général, sexe oral en général. Quoi, quand il y a des organes génitaux impliqués avec une autre personne. Voilà. Et tout ça sans préservatif. Il faut faire attention au sang aussi. Ouais. Vas-y. Au sang. Ah oui, le sang, oui, les règles, tout ça. Donc voilà, s'il n'y a pas eu de rapport sexuel, a priori, les risques sont très faibles. Après, ça se transmet également par tout ce qui va être échange de seringues, les tatouages aussi, quand c'est fait à l'arrache, pas par des professionnels, pas avec du matériel stérile, tout ça. Voilà, il y a d'autres modes de transmission qui peuvent être faits. Il y a aussi des IST qui c'est par la salive d'ailleurs, il y en a certaines. Ouais. Donc voilà, a priori les risques sont faibles, mais par exemple si c'est pour arrêter la capote avec ton copain, c'est toujours mieux. Tout le monde fait un test pour la première fois, allez hop, on se dépucelle du test. Et puis pour te rassurer, tu peux faire un dépistage pour le VIH, parce que bon en général c'est celui qui fait le plus peur, etc. Il y en a des disponibles en pharmacie que tu peux acheter pour le faire toi-même ou faire des dépistages rapides de temps en temps. Il y a AIDS qui fait ça. Voilà, et le VIH, maintenant, il n'y a plus besoin de faire une prise de sang complète. C'est une petite goutte de sang au bout du doigt. Et puis, donc, ça n'a pas tout le côté effrayant de la prise de sang. Et après, il y a aussi des IST, MST qui ne se vérifient pas par la prise de sang, mais qui se vérifient avec des sécrétions ou avec des fluides ou des choses comme ça. Mais en général, si tu as un médecin généraliste à qui tu peux faire confiance, ça peut être pas mal peut-être d'aller le voir et de lui demander un topo de tout et de lui parler de ça aussi. Et ça peut aussi être l'occasion, si tu en as besoin, d'aborder un mode de contraception, quelque chose qui te convienne. Et Après, il faut savoir que ça peut être difficile d'obtenir les tests qu'on veut, notamment pour tout ce qui est relations entre femmes. Parce que si vous dites j'ai des relations avec quelqu'un qui a une vulve, les médecins vont comprendre une femme, ils vont dire en fait non, c'est bon, faites pas de test, c'est ok, alors qu'en fait ouais, mais j'ai un médecin qui m'a dit ça déjà. Donc des fois il faut mentir et dire ouais, j'ai couché à droite à gauche, allez-y, faites-moi tous les check-up. Et même pour une première fois, il y a des maladies qui sont pas qu'on peut entendre comme des maladies sexuellement transmissibles, mais qui peuvent être au final récupérées par d'autres biais. Par exemple, dernièrement, moi j'ai eu des
des exemples avec la couture, par exemple, ou des hépatites qui peuvent être vite transmissibles par les aiguilles, puisque les hépatites, c'est vraiment avec rien du tout, en fait, au niveau du sang. Donc, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir eu un rapport sexuel pour avoir, au final, une maladie qui est sexuellement transmissible. Et puis, je pense aussi à l'herpès, ça peut être la bouche et tout. Et donc, du coup, tu peux... Enfin, voilà, si tu fais... Après, ça va sur les parties génitales et c'est pas top. Mais à propos de tatouage et de ça, c'est important de rappeler qu'il faut toujours vérifier si les tatoueurs utilisent des aiguilles à usage unique, qu'ils ont la petite poubelle jaune qu'on est censé rendre en pharmacie et qui va être détruite par des moyens qui ne laisseront pas survivre les maladies, et que si un perceur refuse de vous montrer la salle où il stérilise tout ça, il faut aller ailleurs. Perceur ou tatoueur. Ouais. Donc voilà. Les risques peuvent être faibles, mais si tu veux faire du sexe sans protection, fais des check-up. Ouais, et ça peut évacuer aussi ce petit doute qu'on a tous et toutes, même si on sait qu'on n'a rien, même si on sait qu'il n'y a aucun moyen qu'on ait une IST, MST, ce petit doute qu'on a toujours. Personnellement, je refais régulièrement, ne serait-ce que le TROD pour le VIH, juste pour me rassurer, quoi, au cas où. Quoi. Enfin, c'est genre... Ouais. La probabilité, c'est 0,02%, mais je sais pas, au cas où. J'avais lu que la bonne fréquence pour refaire des tests, c'était genre 1 par an. Ouais. C'est raisonnable. Après, ça dépend de... Ah oui, donc on nous précise hors micro pour les partenaires uniques. Quand on a donc un ou une partenaire fixe. Partenaire multiple, c'est 3 mois, du coup. Parce que le test sur le doigt, ça vérifie si on a eu le VIH il y a plus de 3 mois. Ouais. Oui, c'est ça. On peut pas avoir un rapport non protégé une nuit et se dire le lendemain, tiens, je vais aller faire les tests. Faut attendre un peu. Et n'hésitez pas. Alors, c'est sur Cité Info Service, je crois. Enfin, ouais, je crois que c'est celui-là le site. Bref, ouais, je crois que c'est ça, Cité Info Service, où il y a toute la description des différentes IST, machin, comment ça s'attrape, les modes de transmission, enfin, voilà, les descriptions de tout ça. Je vais vérifier sur Internet, mais... Il y a quelqu'un qui demande si les médecins généralistes sont pas trop embêtants. Attends, pardon, dans le micro. Oui, mais c'était pour vous. Ah d'accord, tu veux qu'on le répète ? Non, du coup je vais le dire. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si les médecins généralistes sont pas trop embêtants quand on demande des check-up complets incluant le sida. Alors, moi je l'ai fait récemment et mon médecin m'a expliqué en me disant oui, mais quand c'est 2 femmes, donc 2 femmes cis parce que mon médecin généraliste, voilà. Mais quand c'est 2 femmes, il n'y a pas de problème et c'est pas grave et voilà. Et j'ai quand même un peu insisté en disant ouais, mais c'est possible quand même de se transmettre des maladies, et j'aimerais bien vérifier comme ça que je suis sûre. Et il m'a dit ah mais sinon la technique c'est votre partenaire de maintenant, vous lui faites faire des tests et comme ça vous savez pour vous. Et j'étais là mais enfin, mais j'aimerais bien quand même savoir ce qui se passe dans vos corps et est-ce que ça va. Et en fait en creusant un peu j'ai réussi à le décoincer, à ce qu'il me donne vraiment tout en entier, parce qu'il voulait me donner que les principaux, les gros entre guillemets, avec le VIH, les hépatites, et il voulait pas me donner les petits tests. Et moi, je lui dis, mais quand même, je stresse un peu, j'aimerais bien être sûre. Et parfois, il faut forcer un peu. Et après, il faut aussi pas hésiter, même si vous avez un médecin traitant, à aller en voir un autre. Et ça peut être quelqu'un qui est un peu loin, quand vous êtes en vacances, vous allez en voir un autre. Et parfois, juste de changer comme ça, si vous avez peur aussi que votre médecin traitant, que vous allez revoir pour les gastro, les grippes et autres choses très sympathiques du quotidien, enfin du quotidien, j'espère pas pour vous, mais voilà, de la vie banale, ça peut être aussi bien de voir un autre médecin qui vous jugera pas parce qu'il ou elle ne vous reverra pas tout simplement. Donc voilà. Ou les centres de dépistage anonymes et gratuits qui sont super cool. Là, tu as le check-up complet et ils te posent pas de questions. Ouais. Ils te posent sur le papier, mais... J'avais fait ça, au tout début. Une fois, j'avais fait ça. C'était bien passé. Ils font ça toute la journée. Ouais. Est-ce que tu as une autre... Vas-y. J'en ai une sinon. Alors, la question est plutôt longue, donc je pense pas que je vais la lire en entier, mais en résumé, c'est un mec trans qui est au début de sa transition et qui dit que en gros il s'est fait draguer par un mec 6-7 et qui croyait qu'il était une fille et donc il l'a dragué et en gros ils ont discuté et le mec s'est dit oh mais mince je suis hétéro, je vais pas pouvoir sortir avec toi. Et en gros la question, enfin il y a plusieurs questions, mais c'est est-ce qu'il faut que je transitionne complètement? Est-ce que je serai toujours acceptée? Est-ce que je trouverai des gens qui voudront bien sortir avec moi? Est-ce qu'il faut que je fasse semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour pouvoir draguer des gens? Enfin voilà. Et donc je pense, comme il y a des personnes autour de la table qui peuvent potentiellement répondre et donner leurs expériences et que ça peut être un point intéressant par rapport à, du coup, en résumé, la transition, comment ça se passe avec les gens et comment ça se passe avec les gens qui sont cisgenres et hétéros. Est-ce que quelqu'un veut commencer? D'accord. De mon expérience personnelle, j'ai... Comment dire Pardon. J'ai envoyé le micro dans Calvin, littéralement.
Attaque au micro. Non, c'est intéressant parce que j'ai eu plusieurs expériences, c'est-à-dire j'ai eu quelqu'un qui m'a pas du tout accepté, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui se savait plus ou moins bisexuel mais qui refusait complètement de l'admettre et qui du coup m'a volontairement mégenré pendant très longtemps alors que je savais que j'étais un garçon et que je lui disais mais pour lui c'était inacceptable tant que j'étais pas hormoné ou de trucs comme ça, c'était non, t'es une fille. Donc il y avait vraiment ce gros refus et enfin, genre, c'était au début de ma transition, et c'est un moment où on se rend pas forcément compte qu'on est extrêmement influençable sur son identité, qu'on est extrêmement fragile, et qu'il y a des tout petits trucs qui peuvent nous faire traîner pendant des mois et des mois sur des choses qui peuvent débloquer des choses. C'est pas du tout clair, mais typiquement, on peut se faire freiner très fort par des trucs qui ont l'air complètement anodins aux yeux des autres. C'est ce qui s'est un petit peu passé pour moi et je considère qu'il m'a vachement freiné dans ma transition, que ça a été super violent pour moi et que le quitter a été une des meilleures choses de ma vie. Et depuis, en annonçant ça depuis le début, que je suis un garçon trans et que si dans ton orientation tu inclus pas les mecs, tant pis pour toi, parce que j'ai pas envie de quelqu'un qui se définit, j'ai pas envie d'une meuf qui se définit lesbienne et qui va moins m'aimer au fur et à mesure que mon THS agit sur moi, et j'ai pas non plus envie de quelqu'un qui fasse une fixation sur mes organes génitaux parce que ils sont pas conformes. Donc je sais pas, je dirais qu'il y a peut-être qu'il faut peut-être essayer de se rendre compte qu'on vaut quelque chose aussi et qu'on vaut la peine d'être avec quelqu'un qui va nous respecter et nous aimer pour ce qu'on est et que enfin, c'est complètement con, mais maintenant les gens qui me disent oui mais les organes génitaux c'est important quand même et moi je suis attiré par les organes génitaux, c'est la pire chose. Enfin, on est d'accord qu'on n'est pas attiré lorsqu'il y a quelqu'un qui nous plaît dans la rue, on n'est pas attiré par ses organes génitaux. Non, non, c'est faux. Je vois tout le monde rire autour de la table, c'est vrai. Mais du coup, il y a des gens qui sont pas comme ça et ça existe et c'est pas. Ouais, ça existe et faut pas prendre le choix par défaut de quelqu'un qui nous accepte moyennement sous prétexte que peut-être on trouvera jamais mieux. En fait, il faut accepter il faut être exigeant et vouloir le mieux pour soi et quelqu'un qui nous prend tel qu'on est pleinement quoi. Voilà. Et puis il y a, si ça peut vous rassurer, c'était que ça fait très longtemps que je l'ai quitté et maintenant je suis avec une personne qui m'accepte complètement et qui il y a plus de problème par rapport à ça et c'est plus un souci, la question s'est même pas posée, d'autant que cette personne est trans aussi, donc il y a pas de souci par rapport à ça. Ceci dit, ça peut être intéressant de se protéger en restant dans les communautés un petit peu dédiées, quitte à draguer spécifiquement sur internet ou quoi, mais de se protéger et de s'assurer qu'on va pas dans des endroits, genre typiquement pour les garçons trans, la communauté gay peut être extrêmement violente parce qu'elle est extrêmement phallocentrée. Elle est vraiment tout qui tourne autour du pénis. Enfin, j'ai pas fréquenté assidûment, mais de l'image que ça renvoie et du peu de personnes qui fréquentent ça que j'ai rencontré, c'est quand même assez violent en termes de cissexisme. Je sais pas trop par rapport à la communauté lesbienne parce que j'ai pas fréquenté non plus, mais c'est pas mal non plus. Voilà. Les communautés gays et lesbiennes peuvent être très sexistes et ça peut faire du mal. Enfin bref, protégez-vous. Et voilà. Ouais. Et vous êtes digne d'amour et c'est pas quelque chose qui. Enfin, parfois ça peut être aussi un mécanisme de relations abusives et de te dire bah oui mais personne va te trouver attirant ou attirante, personne va t'aimer parce que telle chose. Et ça peut être parce que t'es trans, ça peut être parce que t'as tel problème, ça peut être parce que t'es handicapé, ça peut être énormément de choses, ça peut être un mix de tout. Ça veut dire non mais regarde comme t'es, tu penses vraiment que quelqu'un d'autre que moi va t'aimer et c'est absolument faux et comme tu le disais c'est super important parfois juste de se recentrer dans des communautés qui vont nous accepter, quitte à prendre ce temps-là pour voir que quelques personnes et ensuite après élargir un peu quand on a cette base de repli, mais c'est super important et vraiment faut faire attention de soi et il y a des gens qui seront là et tu trouveras des gens, c'est obligé, il y a tellement de monde sur cette planète et ça peut être super compliqué, tu peux te sentir extrêmement seul mais tu vas trouver des gens et ces gens existent et tu mérites mieux que quelqu'un qui te dit oui mais non à cause de tes organes génitaux je sortirai pas avec toi. Et pour alors rester sur le sexe chez les mecs trans et tout ça, enfin je conseille vraiment la brochure Diclit et T-Clac, un guide pour les trans, FT, étoiles et leurs amants, qui a été fait notamment par Outtrans, qui est une brochure vraiment super, et qui parle justement du coming out des mecs trans auprès des mecs cis, et de à quel moment l'annoncer, comment
comment se protéger, comment avoir une solution de repli, etc. Et après, bon, c'est sur la protection, etc. Faire attention à soi, se protéger, la prévention, tout ça, mais elle est bien. Oui, c'est vrai, d'autant qu'on a... C'est peut-être un truc par rapport au féminisme cis. En général, on a tendance à penser très très vite qu'on acquiert des privilèges masculins, qu'on passe du côté de l'oppresseur, alors qu'en vrai, lorsqu'on a grandi en tant que meuf, on garde beaucoup de réflexes qui peuvent être super nocifs en relation, typiquement se taper tout le travail émotionnel, toute la charge mentale et prendre sur ses épaules les trucs que les garçons ont jamais appris à gérer. Et avoir ces réflexes-là, juste ça fait rentrer plus facilement des relations abusives. Donc si on rajoute en plus le fait d'être trans et qu'il peut y avoir ce levier-là de attention, il n'y a personne d'autre qui va t'aimer que moi. Ouais. Il y a quelqu'un qui pose la question, mais où trouver des personnes ouvertes d'esprit? Est-ce qu'elles existent? Moi, je pense qu'on est surtout autour de cette table, et même tout simplement la Radio Cuisine en général, on est un bon exemple. Internet, c'est génial. Il faut savoir se protéger et il faut faire attention. Si on ne sait pas trop si une personne est réelle, pas donner des infos perso. Enfin voilà, les règles de base sur Internet. Mais ça peut être un super outil. Et je pense notamment peut-être à OkCupid, qui est un site de rencontres que pas mal de personnes connaissent, sur le site, il y a plein d'options, il me semble, pour rentrer le genre, pour rentrer le type, notre orientation amoureuse, notre orientation sexuelle, plein de petits détails comme ça. On peut masquer les hétéros. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a une option pour masquer les personnes qui ne nous intéressent pas et qui souvent viennent nous draguer de façon très lourde. Et la modération, ils sont plutôt assez top là-dessus. Ouais. Donc, OkCupid, ça peut être très cool comme site de rencontre. Et après, même en général, sur Twitter, dès qu'on cherche un peu les personnes qui parlent féminisme, sujet LGBT+, tout ce qui est un peu militantisme, l'antivalidisme, généralement, on tombe sur une communauté qui est assez petite, en fait, parce qu'on se connaît plus ou moins tous les uns les autres, mais il y a énormément de monde dessus. Ça peut être des forums, ça peut être... Oula, je viens de mettre un coup dans le pied du micro. Ça peut être aussi les commentaires de vidéos YouTube. Parce que je vois pas mal de personnes, et je pense que ça arrive sous toutes les vidéos qui parlent de sujets dont on parle pas vraiment, ou de sujets qui concernent des minorités, mais les gens se parlent entre eux. Et de temps en temps, les gens vont un peu plus loin en se parlant sur Twitter, en se parlant sur Facebook, voilà. Donc ça peut être une solution. Et après, tout ce qui est les assos aussi, hors Internet. L'association. Allez au Mac Jeune LGBT. Voilà. Donc à Paris, il y a aussi, à Nancy, à Strasbourg et à Caen. Voilà. Donc le MAG, MAG. Non, et après il y a Julie à Toulouse ou Bordeaux, je ne sais plus. Angel à Montpellier. Enfin, il y a des assos jeunes un petit peu dans des grandes villes. Ça peut aider. Ouais. Ça peut être un premier lieu, un premier point de contact en fait. Quand tu sais pas où aller, que tu sais pas où sont les bars, tu sais où rien est en fait. Et déjà connaître 2-3 personnes. Ça fait une porte d'entrée. Ça fait une porte d'entrée, c'est toujours ça. Dans les facs aussi, il y a parfois des assos LGBT ou des assos féministes ou des assos... Et ça, c'est pas forcément un milieu dans lequel tu vas rentrer, tu vas rester toute ta vie. Ça peut être aussi une porte d'entrée, tu vas rencontrer quelques personnes qui, elles, vont te présenter d'autres personnes. Et en fait, une fois que t'es dedans, tu connais très vite beaucoup de monde et tu te dis très vite, mais mon Dieu, je crush sur autant de gens que ça, c'est pas possible, comment vais-je faire? Et très vite, tu te retrouves sur OkCupid, tu fais « Ah, je connais. » Exactement. Mais comme porte d'entrée, ouais, OkCupid, ça peut être bien, les assos, et en fait, une fois qu'on commence à rencontrer des gens, ça se fait vite, parce que les gens connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, mais c'est vrai que le premier pas peut être compliqué, mais Internet, c'est bien, tout en restant prudent et prudente, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ou quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, quelqu'un a quelque chose à ajouter. De table. Non. Si, je donne un exemple, mais la copine cool dont je parlais tout à l'heure, je l'ai rencontrée sur Internet et je sais qu'il m'écoute. Bisous. Ouais, la moitié de mes relations, je les ai rencontrées sur Internet aussi. Les gens autour de cette table, je les ai rencontrés sur Internet. Ah mais oui, exactement. Twitter, c'est les copains, c'est la famille. Alors, moi j'ai une question. Pas que. Ah oui, alors c'est Alors j'essaye de résumer parce que la question est longue. C'est une femme en couple exclusif avec une femme depuis 5 ans. Et depuis 1 an et demi à peu près, 2 ans, sa copine du coup s'identifie plutôt sur le spectre de la sexualité, donc Grey Ace, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. De ce qu'elle en dit. Et du coup, leur sexualité a été forcément impactée par tout ça. Donc elles se sont adaptées, etc. Mais elle, du coup, en tant que personne, comment on dit, Z-sexuelle peut-être, je crois.
asexuelle, Z-sexuelle, allosexuelle, bon, bref, qui n'est pas asexuelle du moins. Du coup, elle a des manques par rapport à tout ça. Elle aurait envie de tester de nouvelles choses, etc. Mais en même temps, sa copine n'a pas envie, donc voilà, ils font pas, quoi, enfin, normal, quoi. Parce que le consentement, tout ça. Du coup, elle voudrait savoir comment en parler de elle, ce qu'elle ressent, sans culpabiliser, sans la faire culpabiliser, comment trouver un espèce d'équilibre. Parce que elle, du coup, elle a réfléchi beaucoup, elle a essayé de voir quelles étaient les différentes solutions. Donc, elle voit le couple libre, mais du coup, sa copine est moyen chaud, elles sont plutôt exclusives, donc ce serait pas forcément le top. Se séparer, mais ça leur fait moyen envie, quoi. Et que elle s'adapte, ce qu'elle essaye de faire, mais c'est pas non plus forcément son mode de fonctionnement. Du coup, elle sait pas quoi faire, elle est paumée et elle a besoin de conseils. J'ai l'impression, en fait, en entendant la question et en la lisant, que la personne s'est déjà plus ou moins répondu. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle. Les 3 solutions, elles sont là. C'est-à-dire que, en effet, elle nous a très bien elle nous a très bien exposé, en fait, elle, ses conclusions. Et je crois qu'il faudrait lui exposer à sa copine de cette manière-là, parce qu'au final, quand elle nous l'a écrit, c'était pas du tout culpabilisant envers sa copine. Ça a l'air d'être tout à fait simple, tout à fait clair, et c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne solution au final, si en effet elles ne trouvent pas une seule solution qui leur conviendrait à toutes les deux. Mais malheureusement, ces conclusions, elles sont là, mais en tout cas, elle nous les a expliquées sans du tout culpabiliser sa copine, ni du tout juger. Du coup, je pense que ça pourrait passer... Après, parfois, se laisser un peu de temps, c'est bien aussi, et de voir comment ça se passe, et d'essayer plusieurs choses, mais en se laissant le temps et sans se mettre la pression, parce que c'est aussi... en tout cas, dans les questions que j'ai eues, il y en a pas mal qui se disent, mais si j'ai pas résolu mon problème dans les 24 heures, ça va pas, ou qui se stressent beaucoup, et ça peut être bien de se dire, on va essayer, et on communique toujours, et on se dit ce qu'on ressent, mais on va essayer plusieurs choses, et y aller petit à petit, quoi, pas plonger directement dans une nouvelle solution et dans un changement énorme, ou pas dire d'un coup tiens on va ouvrir notre couple, ou pas dire d'un coup tiens on se quitte, mais juste se dire on va essayer d'aller petit à petit vers une nouvelle configuration, on va voir comment ça fonctionne. Et parfois la solution aussi, c'est des solutions qui sont très difficiles, et parfois c'est des moments compliqués à passer, et malheureusement il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, et voilà, c'est sur plus le thème de le côté séparation, etc. Ça arrive à plein de gens de se séparer parce qu'ils n'ont pas les mêmes projets de vie, les mêmes ambitions, les mêmes... y a truc qui voudrait des enfants, truc qu'on veut pas du tout. Du coup, t'en veux pas, j'en veux. À un moment, je voudrais en faire avec quelqu'un, donc peut-être que c'est il y a des gens qui se séparent pour ça, ou parce que il y en a qui voudraient construire une vie de couple, genre en vivant dans le même appartement. D'autres, non, en fait, ils préfèrent leur indépendance et voyager à travers le monde. Bon, il y a des tas de configurations où les couples fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas les mêmes ambitions, les mêmes projets de vie, les mêmes. Et c'est pas forcément grave, même si c'est difficile. C'est une décision qui est hyper difficile à prendre. Et voilà, je sais pas trop où je voulais en venir, mais... oui, je pense que c'est ça, la séparation, c'est pas... forcément, ça va être vécu comme un échec hyper douloureux, etc. Mais si après, de toute façon, il n'y a vraiment aucune possibilité de se mettre d'accord, etc., c'est une des seules solutions, à part, voilà, donc essayer le couple libre, comme elle le propose, mais que ça dérange trop, et que, voilà, je comprends très bien cette envie d'être monogame, mais... Quand les projets dérivent voilà. Et quand les envies ne sont plus les mêmes, oui, il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Et c'est pour un mieux après, en fait. C'est ensuite, voilà, les deux pourront vivre comme elles l'entendent vraiment, parce que là, elles sont coincées, clairement. Elles ont l'air, en tout cas, vu le témoignage. Je sais pas si elles en ont parlé beaucoup, comme tu disais, Margot. Je sais pas, tu vois, c'est genre s'il y a 2 jours et que là, elles sont en branle-bas de combat, mon Dieu, on y va, et tout, qu'est-ce qu'on va faire? Ou si, justement, peut-être que, oui, la solution de la relation libre, elle peut être amenée aussi plus tard, elle peut être en zone de test, elle peut être... il faut voir, quoi. Ouais. Et puis, quand bien même il y a une rupture, il y a le choix de revenir des fois aussi. Hein. Oui, c'est pas définitif. En fait, non. Après une semaine, en fait, non. C'était une mauvaise idée. T'as une... ouais, vas-y, si t'as une... Bon, on l'avait déjà un peu abordé la dernière fois, mais je me dis, comme il y a plein de monde et que la dernière fois on était 3, il me semble, ça peut être
intéressant aussi de voir un peu les différents avis. Mais j'ai eu une question qui date de février, qui demande comment les handicapés font pour faire l'amour. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle de minorités et quand on parle de gens qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas dans la norme. Bon, bien sûr, le normaux, il y a des gros guillemets parce que c'est une norme sociale, etc., etc. Mais voilà, quand on parle de personnes qui ne sont pas hétéros, qui ne sont pas cisgenres, qui ne sont pas valides, qui ne sont pas... Voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire du sexe ? Et ça intrigue beaucoup les gens. Et du coup, je voulais voir s'il y a quelqu'un qui voulait réagir parce que la dernière fois je m'étais pas mal énervée là-dessus en disant que ça dépendait de chaque personne et même les 6-7 valides ça dépend, ils font pas tous le sexe pareil et voilà, et que ça derrière j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose d'un peu malsain qui est de voir mais comment est-ce que vous faites du sexe, est-ce que vous pouvez en faire et est-ce que c'est vraiment, alors que enfin c'est pas vos fesses, c'est pas vos organes génitaux, tant que vous n'êtes pas dans cette situation, quel intérêt vous avez à savoir, et quel intérêt vous avez à savoir les pratiques que vont avoir des personnes sur Internet, les pratiques que vont avoir... Tant que vous n'avez pas à faire du sexe à un moment avec ces personnes-là, pourquoi demander ? Du coup, je voulais un peu lancer ce sujet-là, si jamais... C'est ce que j'allais dire, ça dépend du handicap, ça dépend de l'orientation sexuelle, ça dépend des personnes, ça dépend du nombre de gens dans la pièce. Chaque situation de sexe est unique, du coup, oui, comme tu disais, même entre les 6-7, ils font pas tous l'amour pareil, je crois. Je sais pas, je le suis pas, mais... J'ai des amis 6-7, je leur demanderai. Je suis pas cisphobe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Non, je pense que c'est la réponse à la question et qu'après, oui, l'autre question qui est intéressante, c'est comment, en fait, cette curiosité un peu malsaine, mais humaine, hein, on va pas se mentir, enfin, comment on arrive à poser cette question, en fait, et comment... tu vois, moi j'adore par exemple poser des questions à mes potes meufs, mais attends comment tu fais, tu vois, moi je suis PD et tout, mais attends, mais moi je conçois et tout, mais toi comment tu fais ça et tout, machin. Et en fait, c'est une conversation au final qu'on a tout à fait banalement. Et du coup, oui, moi là, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est comment, quand on pose la question, oui, bah comment tu fais du sexe quand t'es handicapé, comment toi tu la reçois? Si c'est par exemple juste un pote qui te demande ou quelque chose comme ça. Alors quand c'est des amis, franchement, je leur explique et je leur dis parce que comme tu dis, c'est des trucs dont on va parler avec les amis. Oui. Et si j'ai des amis avec qui je parle de cul, aucun problème, et je leur déballe mes astuces et je leur dis si jamais... Du coup ça bifurque dans c'est quand il y a un partage, c'est-à-dire que moi je vais te parler de mon expérience, toi tu vas me parler de mon ton expérience, etc. Il va y avoir de ça et va aussi... Tu voulais dire quelque chose, Calvin ? Oui, je disais que ça... comme tout ce qui touche au handicap, c'est vachement cool de donner des astuces. Enfin, j'ai pas de handicap par rapport à ce que je peux bouger. Enfin, j'ai une dyspraxie, mais c'est pas. Je suis très fatigable. Mais bref, mon principal souci, c'est d'être hypersensible à peu près tous les sens. Donc, forcément, il y a des trucs qui marchent hyper fort sur moi. Il y a des trucs que je peux pas supporter longtemps. Et discuter entre gens, ça permet de se donner des astuces, de se rendre compte. Ah, mais tiens, toi aussi. Tu supportes pas quand on fait tel truc pendant plus de 3 minutes parce que juste ça fait comment est-ce qu'on dit sensory overload en français, c'est une overdose, surcharge sensorielle, voilà. Ça permet de se donner des tips, mais effectivement si c'est quelqu'un qui dit oh là là mais t'es autiste et comment tu fais l'amour, enfin déjà typiquement quand on est autiste les gens pensent que on baisse pas, et d'ailleurs c'est très... En fait si, spoiler. En fait si. Non, mais c'est particulier en plus parce que on a une propension, du fait des hypersensibilités et des hyposensibilités, on est très nombreux en étant autiste à être hypersexuel ou asexuel parce qu'on réagit très très fort ou qu'on réagit pas du tout. Ce qui n'est pas une vérité générale, je dis juste que ça arrive plus souvent à cause des hypersensibilités et hyposensibilités. Puis ça change avec les hormones, puisque je ne réagis pas pareil depuis la testo, mais c'est classique. Hein. Je connais des garçons trans sous testostérone qui étaient asexuels avant et qui ne le sont plus sous testostérone, ou qui sont restés asexuels, ou il y a tous les cas de figure et il n'y a pas de truc unique. Mais... Et je suis désolée, je te coupe la parole. Non, vas-y, continue. Je suis un peu fatiguée, j'ai du mal à... et oui, et il y a aussi une grosse différence entre... On va parler à des potes, on va expliquer à des potes, ou alors, même sur Internet, on va faire un contenu qui est à destination spécifique des personnes qui vont avoir des partenaires qui sont dans ce cas-là, ou qui sont elles-mêmes ou eux-mêmes dans ce cas-là, ou
on va expliquer à des étrangers qui ne sont pas du tout dans ces cas-là, qui jamais de leur vie ne rencontreront des gens comme nous, comment est-ce qu'on fait du cul juste pour assouvir leur curiosité et juste parce qu'il faut qu'ils sachent, et c'est comme si ils avaient cette obligation, ils avaient ce droit de savoir ce qui se passe quand on est dans une pièce avec d'autres gens et qu'on fait du sexe, alors que pas du tout. Et effectivement, c'est aussi super important d'avoir ces échanges parce que, comme tu dis, il peut y avoir comment est-ce qu'on peut dire, il peut y avoir des spécificités liées au fait que quelqu'un est autiste, qu'il soit hypersensible, hyposensible, au fait que quelqu'un ne puisse pas faire certains mouvements, avec une grosse fatigabilité, avec certains organes vitaux, avec du fait que la personne prenne des hormones ou pas, que ça peut se retrouver après selon des gens. Et c'est super cool aussi de se donner des astuces en disant, bah voilà, mais tu sais quoi, si t'as mal dans telle position, tu fous 2 coussins et boum, c'est bon. Ou ça peut être super bien de dire, mais tu sais quoi, j'ai trouvé ce vibro qui est vachement bien et tu peux l'utiliser, comme ça tu te fatigueras moins. Ou c'est vital aussi de partager ce savoir pour avoir des parties de cul plus épanouissantes. Et c'est pas du tout le même contexte de parler avec des gens qui vont en avoir besoin et parler avec des gens qui n'en auront pas besoin. C'est comme si, imaginons, tu es une personne 6-7, tu parles avec tes amis pendant une soirée en disant « Oh là là, il s'est passé telle chose avec telle personne, on a essayé ça, c'est trop bien ». Tu vas pas répondre à quelqu'un qui te demande dans la rue excuse-moi, qu'est-ce que t'as fait comme cul la dernière fois? Comment ça s'est passé? Ou quelqu'un sur internet qui te pose cette question, c'est extrêmement déplacé. Et donc voilà, et je pense qu'il y a tout un truc à soulever derrière de pourquoi, quand tu fais pas partie d'une minorité, t'as envie de savoir exactement tous les détails de sa vie et pourquoi, surtout le sexe, c'est très intéressant. Donc voilà. La pite. Merci. C'est fait. Donc voilà. Bingo. Est-ce que quelqu'un d'autre autour de la table veut ajouter une expérience personnelle ou Non. Tu n'as pas dit le diclite avec une voix sensuelle, je suis choquée. Merci. Pardon. Est-ce que tu as une autre question? Sinon, je peux en trouver. J'ai toujours des questions. J'ai eu plein de questions où je me suis dit, on va galérer tellement. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, entre guillemets, police du cul, racontez-moi comment vous sexez. Bonjour, j'ai bientôt 23 ans et je suis vierge. Je n'arrive pas à éprouver de l'attirance aussi facilement que les autres. J'ai besoin d'avoir une connexion forte avec la personne, plus une attirance physique pour réussir à en tomber amoureuse, chose qui m'est arrivée qu'une fois. Ce n'est pas le cas de mes potes. Ils sortent souvent avec l'envie de rencontrer ou de rentrer avec quelqu'un. Je m'en fichais un peu, mais plus je vieillis, plus je sens la pression sociale. Si tu es vierge à cet âge, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Je ne savais pas trop quoi faire. J'ai décidé de mentir à la plupart des gens que je connais, famille et potes inclus. Est-ce que ma situation est honteuse? J'hésite à me jeter dans les bras d'une inconnue pour en finir en mode outcast sexuel et décevoir. Et j'ai peur de décevoir. Pour ne pas finir en mode outcast sexuel ou peur de décevoir ma première relation sérieuse. Du coup, en faisant pour la première fois du sexe avec elle. Voilà, merci, bonne soirée. C'est pas honteux. C'est pas honteux. Voilà. C'est pas grave d'être vierge. Et tout le monde fait pas sa première fois au même âge et c'est pas grave. Ouais. Et c'est pas une. Alors, pour le coup, ça peut être une solution de pas dire aux gens que t'es vierge. Et franchement, si j'étais à ta place, j'aurais aucun scrupule à le faire si les gens sont pénibles en face. Mais vraiment aucun scrupule. Et par contre, fais pas quelque chose que tu pourrais regretter en te disant je vais aller trouver quelqu'un et coucher avec et parce qu'il y a la pression sociale derrière. Ça peut être super compliqué et ça peut être vraiment dur à vivre, mais après le risque aussi c'est que toi t'en aies pas envie, qu'après tu te dises oh bah mince j'en avais pas envie et que tu regrettes plus qu'autre chose. Et pour le coup, rien ne t'oblige à dire aux gens si tu as déjà couché avec des gens, avec combien, ce que tu as fait. T'es absolument pas obligé de le dire et si à un moment tu veux éviter le sujet, il y a aucun problème à juste balayer ça en disant ah oui ça m'est arrivé et voilà. Donc voilà. Dans ce cas-là, franchement mentir. C'est pas en quoi ça les regarde les personnes. Et après, si quelqu'un te dit bah non je veux pas avoir de relation avec toi, quelqu'un par qui tu es intéressé te dit je veux pas avoir de relation avec toi parce que t'as jamais fait de sexe avec quelqu'un d'autre, et ben de toute façon je pense que ça n'aurait pas été très intéressant de faire du cul avec cette personne. Et j'ai l'impression aussi qu'on met beaucoup de pression sur la première fois, et en tout cas les gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai parlé de ce genre de choses avaient à peu près tous et toutes la même réponse en disant bah si la personne avec qui je couche n'a jamais rien fait, c'est pas grave, on va essayer, on va voir et ça nous laissera plus de possibilités. Et ça évite aussi que certaines personnes parfois se disent « Oh, telle chose a tellement bien marché sur la personne avec qui j'étais avant et du coup je vais te le refaire et tu vas tellement aimer » et toi t'es là « Non, pas trop en fait ». Et par ailleurs, en fait, on met beaucoup de choses sur la première fois, mais en fait, il y a tellement des tas de premières fois. Enfin,
je sais pas, enfin, dans ma vie actuelle, il y a des tas de trucs que je fais pour la première fois, enfin, d'un point de vue sexuel. Et je les avais jamais fait avant et je savais pas comment faire et j'étais là en mode si ça se trouve je vais pas savoir comment faire et l'autre va pas aimer et tout, mais en vrai t'essayes, enfin voilà, il y a des tas de pas forcément juste la pénétration ou quoi que ce soit, ou même les rapports bucco-génitaux, etc. Il y a des tas de trucs sexuels que dans ta vie tu vas faire pour la première fois et tu sauras pas comment faire et tu auras peur que la personne en face aime pas parce que tu auras envie que cette personne prenne du plaisir, mais bon il faut bien essayer, s'entraîner un peu, quoi, parce que sinon... Oui, voilà, il y a l'université du patriarcat qui a décidé que la pénétration vaginale, c'était le truc qui te faisait perdre ta virginité. Mais en vrai, c'est quoi la différence avec un cunnilingus ou je sais pas, est-ce que... Le sacro-saint pénis. Est-ce que si tu fais un anulingus ou si tu en reçois un, est-ce que c'est deux virginités différentes ou pas? Tu peux faire des débats comme ça, hein, ça n'a pas de... Il y a tellement d'expériences et de choses qu'on peut faire que franchement je trouve la pénétration vaginale c'est tellement un truc du patriarcat. Enfin, c'est pour ça qu'on dit oui mais toi t'es lesbienne donc t'es toujours vierge. Non, c'est des conneries, tu décides que t'es plus vierge quand ce que t'as fait te semble suffisant pour le dire éventuellement. Si t'as envie, t'es pas obligé, voilà. Ouais, et en règle générale, avoir une relation sexuelle, c'est plein de choses en fait. Quand ça implique plus ou moins des organes génitaux et du plaisir et de l'excitation sexuelle, c'est pas obligé qu'il y ait une pénétration, c'est pas obligé. C'est super important pour certaines personnes, et pour certaines personnes, c'est pas couché s'il n'y a pas pénétration ou s'il n'y a pas certaines pratiques. Mais en général, ça peut être tellement de choses différentes. Ça peut être avec les mains, ça peut être avec la bouche, ça peut être avec d'autres parties du corps, ça peut être avec ce qu'on a entre les jambes, ça peut être... Enfin, il y a plein de combinaisons possibles et quand il y a de l'excitation sexuelle. Et puis même au-delà des organes sexuels, enfin moi il y a des tas d'endroits sur mon corps, si tu touches, enfin c'est mieux que n'importe quoi que tu pourrais me faire en dessous de la ceinture, quoi. Donc bon, oui, enfin il y a d'autres endroits qui peuvent être cool selon les personnes. Les bisous dans le cou. Alors ça marche chez toi? Nous notons, voilà, petit. Donc nous avons ici un papier, un crayon. Nous allons noter toutes les préférences sexuelles des gens autour de la table. Voilà. Et puis il y a ça sur le quartier libre à la fin. Enfin, il y a tout ce qui se passe dans la tête aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on échange des messages plus ou moins sexy, c'est du sexe aussi parce que ça implique de l'excitation et ça implique une autre personne et c'est pas moins légitime que ce que tu fais avec. Il y a probablement une virginité du sexe par message aussi. Ouais, ou même regarder quelqu'un dans les yeux en lui disant des choses. Et ça, il peut ne pas y avoir de contact, mais ça peut être extrêmement excitant. Juste de regarder quelqu'un en disant je vais faire ça ou lui demander aussi. Et ça, je pense qu'on sous-estime beaucoup le pouvoir. Mais c'est ça. On sous-estime le pouvoir de la communication. Juste parfois on se dit non, mais si pendant l'acte je demande ou si je demande à quelqu'un si je peux l'embrasser ou si ça va tout casser, ça va. Et en fait, si on est à l'aise avec son corps, si on est à l'aise avec l'autre personne, qu'on la connaît ou même qu'on sent qu'il y a quelque chose qui passe bien et qu'on lui demande les yeux dans les yeux ou même sans la regarder forcément en lui disant j'ai envie de t'embrasser, ou alors est-ce que je peux t'embrasser? Ça peut être super sexy et on sous-estime beaucoup ça parce que c'est sous-côté. Non mais c'est ça, c'est plus efficace de demander à quelqu'un, de voir ses réactions et de lui demander s'il y a des choses dont il ou elle a envie, plutôt que de dire bon j'y vais un peu à l'aveuglette, je touche partout, je vais voir sa réaction, je vais essayer de décoder. Enfin ça c'est. Après ça dépend, ça peut être cool aussi. Ça peut être cool aussi, oui. Mais je pense on n'en parle pas de ça, de juste demander et ça peut être très intimidant au début par contre. Ouais, parce que dans ce cas-là on se dit plus. Les personnes, ils essayent et puis on voit après. Oh pardon, je parle pas assez près du micro. Oui, souvent, la règle, c'est plus d'essayer et de voir après la réaction. Mais en fait, non, le consentement, c'est ultra sexy. Genre, est-ce que je peux t'embrasser versus un, je te saute dessus et j'attends de voir la réaction en face. Il n'y a pas photo. Oui, et puis surtout qu'il y a l'effet de surprise un peu, et ça peut être très sexy. Et quand on connaît les gens aussi, ça peut... Enfin, quand on sait que la personne est d'accord avec certaines choses, et voilà, qu'on le fait comme ça, sans prévenir, c'est fougueux et tout ça, mais ça peut aussi être très effrayant. Quelqu'un qui, on sort d'un rencard, et là, boum, la personne se jette sur nous, on se retrouve avec sa bouche sur notre bouche, on est oh là là, comment je suis arrivée dans cette situation? C'est clair. Alors par contre, j'ai l'impression qu'on dévie énormément de la question. Oui, complètement. C'est possible. Clairement, on est très loin. Là, vous êtes en train de vous auto-kiffer. Mais on en a besoin un peu aussi. oui, non, mais je comprends. Je comprends très bien. Mais oui, donc pour revenir du coup à l'initiale, je pense qu'on manque un peu d'infos sur la personne. C'est-à-dire, on ne sait pas trop si elle a envie là de faire l'amour ou pas.
Et ça, déjà, en fait, il faut lui poser la question. Déjà, est-ce qu'elle a envie de faire l'amour maintenant ou enfin, pas forcément dans les médias. Mais oui, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire, une expérience que tu as envie de faire ou pas? Enfin, c'est quelque chose qu'elle peut se demander aussi. Parce que donc, elle exprimait quand même dans son. C'était surtout la pression. Oui, qu'il y avait cette pression et aussi, donc, elle a besoin apparemment d'une connexion émotionnelle. Oui, c'est ça. Elle disait que potentiellement oui, mais il lui faut tomber sur la bonne personne avec qui elle a une connexion. Oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin d'une alchimie forte, émotionnelle avant de... Et après, ça prend plus ou moins de temps. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont capables de tomber amoureux tous les 2 jours. Enchanté, je m'appelle. Et t'as des gens où ça va être beaucoup plus rare et donc oui, ça va prendre plus de temps et il faut c'est ta personnalité, tu es comme ça et tu vas pas non, il faut pas sauter sur le premier venu, sauf si d'un coup tu le vois et c'est coup de foudre, tu vois, pourquoi pas. On peut tomber amoureux très vite, hein, je répète. Pas honteux. C'est ça, et donc j'ai perdu ce que je disais, mais voilà. Mais oui, en fait, c'est pas forcément se forcer pour la pression. Et, oui, c'est ça. Mais sauf si elle en a envie, vraiment. C'est pas grave de non plus d'aller en soirée et de se dire, là, allez, hop, j'en ai marre, hein, allez, hop, ça c'est fait. Voilà, c'est pas grave du tout d'être dans une première fois. Par exemple, du coup, moi, à 19 ans, j'en avais un peu marre de voir tout le monde autour de moi qui l'avait déjà fait. Du coup, je me suis inscrite sur Adopte un mec. J'ai pris un mec qui voulait bien d'une pauvre petite vierge comme moi. Et j'ai tout fait. Et voilà. Et après, j'étais débarrassée. Enfin, je me sentais débarrassée. Et pour moi, c'était très cool. Même si, faut l'avouer, j'ai pas forcément pris mon pied. Mais au moins, je me sentais plus légère après. Oui, puis je pense que ça désacralise le truc, quoi. Aussi parce que... Alors après, je comprends très bien qu'on puisse avoir envie et désirer une première fois hyper... justement, avec tout l'enjeu romantique qu'il peut y avoir autour. Enfin voilà, hop, je te mets des petits pétales de rose, quelques bougies et tout. Ce sera notre première fois samedi à 19h. Un bain à bulles. Mais c'est pas grave d'être... oui, que ce soit plus... je sais pas comment dire le mot. Plus... abrupt. Soudain. Spontané. Inattendu. Spontané, et oui, et juste de se dire... ouais, là, j'ai envie, quoi. Je tiens peut-être à dire que la première fois, ça fait aussi grave flipper. Typiquement, quand on... je prends mon exemple parce que je réagis au stimulus du toucher très très fort, mais quand tu sais juste pas ce qui va arriver au niveau des sensations et que tu peux juste pas laisser n'importe qui te toucher, ça peut aussi être le besoin de connexion émotionnelle peut aussi être là, dans le sens où juste ne pas avoir peur que quelqu'un te touche, ça peut être déjà tout un enjeu. J'ai fini. Je pense qu'on a brassé un peu large. Ouais. On est pas mal. Ouais, j'en ai une qui, pareil, est large et je l'ai eu en plusieurs fois de plusieurs personnes différentes. C'est. Merci. C'est la question des relations amoureuses, des relations sexuelles, mais des relations en général, comme ça, avec quelqu'un de type romantique ou de type charnel, quand on a un handicap, et est-ce qu'on est un poids pour la personne, et je sais pas si certaines personnes autour de cette table sont concernées, ou si je vais juste passer un quart d'heure à parler de ce sujet, ce qui ne me dérange pas, mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, est-ce qu'on est un poids pour quelqu'un quand on peut pas faire certaines choses? Est-ce que la personne serait plus heureuse avec d'autres gens qui sont capables? Et pour le coup, les questions que j'ai eues là, comme je parle spécifiquement de handicap, de maladie, ça concerne ça, mais je pense que ça peut aussi être abordé quand on parle, par exemple, des personnes trans qui pourraient se dire « non, mais mon partenaire ou ma partenaire, il lui manque quelque chose, il faut qu'il soit avec quelqu'un d'autre parce que moi je suis pas assez bien, ou je vais être un poids, ou des personnes qui peuvent être en dépression par exemple, ou des personnes qui peuvent avoir des problèmes d'argent, enfin voilà, est-ce que ça fait de cette personne-là un poids? Est-ce que la personne serait mieux avec quelqu'un d'autre? Et est-ce que si on ne peut pas tout faire dans une relation, il faut quitter l'autre personne pour son bien? C'est un peu lourd comme question. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Tu voulais... En gros, la question des relations amoureuses ou relations sexuelles avec un handicap. Mais ça peut s'élargir après.
Ça peut être la neuroatypie, l'autisme en général. Oui, donc je pense pas que la plupart d'ici le savent, mais je suis concerné par l'autisme et par un PTSD, donc un syndrome de stress. Il y a fait une vidéo avec moi. Oui, c'est vrai, regardez-la. C'est la deuxième fois que tu fais de la pub pour ta chaîne, s'il te plaît. Alors, est-ce que je peux préciser que allez voir Vivre avec et abonnez-vous, s'il vous plaît. Sinon, j'ai un blog. Et allez voir les blogs de Calvin et You. Donc j'ai un PTSD qui se traduit par syndrome de stress post-traumatique qui est assez handicapant et qui juste complique mes relations avec le monde entier. Genre j'avais vraiment besoin de ça en plus de l'autisme, qui a été causé par des années de harcèlement massif au collège et un peu en primaire et un peu au lycée, mais c'était surtout au collège. Et c'est un truc assez sévère et handicapant et ça inclut une hypervigilance en permanence, de peur que les gens random dans la rue puissent nous faire du mal, de crise de larmes parce qu'il y a un truc à rappeler quelque chose, tout ça. Donc c'est un truc qui peut être violent à vivre et récemment j'ai aussi vécu une relation où la personne en face avait des soucis des soucis neurologiques aussi, mais c'était absolument pas les mêmes et du coup on avait ça se complétait pas forcément très bien, dans le sens où, oui, du coup, une des personnes pouvait faire ce que l'autre ne pouvait pas faire. L'un avait pas de souci à sortir dans la rue quand il y avait plein de monde. L'autre pouvait pas marcher 6 heures dans la nature alors que l'autre si. Donc il peut y avoir ce souci-là. Après le problème, c'est que c'était un gros poids, dans le sens où c'était très compliqué de se comprendre et où c'était une grosse charge mentale de faire attention à l'autre et où limite les relations avec des personnes qui ont des soucis similaires, ça demande presque moins d'énergie parce qu'il n'y a pas tout ce travail pédagogique à faire où la personne en face va repérer « Ah, je vois ce signe, je vois que tu es fatigué » ou « Attends, il y a beaucoup de bruit ici, est-ce que tu veux mes bouchons d'oreille » ou « Est-ce que tu veux qu'on sorte, est-ce que tu veux que je fasse tel truc ?» Alors qu'il y a un énorme travail à faire en amont lorsque les personnes ne sont pas concernées. Quant au fait d'être un poids, je dirais que c'est presque pas tellement la question que moi je me pose, parce que c'est tellement facile lorsqu'on a des soucis comme ça qui atteignent notre autonomie. Lorsqu'on est avec un partenaire qui ne les a pas, on devient très très vite dépendant. Et c'est un terreau à relations abusives qui est infini. C'est-à-dire lorsqu'on est trans et qu'on a du mal avec ses papiers, qu'on est dépendant de son copain ou sa copine pour des trucs tout bêtes, mais le courrier, ça peut être mettre tout à son nom, ça peut être des soucis bancaires, ou ça peut être, pour tout ce qui est neuroatypie, ça peut inclure beaucoup de choses avec des gens, en fait, qui vont être très compliqués à faire soi-même, donc on devient indépendant, en fait. Et c'est plus je dirais que c'est plus de faire attention à ça qui est important pour moi. Après, je réponds pas forcément à la question du poids, mais non, enfin c'est comme tout à l'heure, on est valide et mais on n'est pas valide comme ça. Mais pardon, on est valide mais on est handicapé. On t'a compris, t'inquiète. On est légitime. Quelque chose sur le mot, ça déjà. Oui. Ouais. Dans le sens où on est légitime à... Oh non, c'est la loi, c'est l'Assemblée nationale, c'est oppressif. On est légitime à vouloir quelqu'un qui va pas nous considérer comme un poids, donc comme tout à l'heure, enfin il faut juste faire un travail sur son estime de soi-même. C'est compliqué, mais de se dire qu'on vaut la peine de quelqu'un qui va juste prendre soin de nous, parce que lui, il peut faire des choses que nous, on peut pas. Mais voilà, faites attention. Il y a Monsieur Q qui veut parler, il a levé le doigt. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que donc souvent, après, quand on devient un poids pour la personne et tout, bon, moi, ça a été surtout par rapport à l'argent, etc. Mais en fait, il faut juste leur faire comprendre à ces personnes que avant qu'elles soient dans nos vies, on existait déjà. Hein. Et on s'en sortait plutôt pas mal. On n'était pas non plus... ça allait très bien, quoi. Et donc oui, c'est comme ce que tu disais, c'est qu'il y a ça devient une dépendance, on devient des... Mais c'est eux qui nous rendent dépendants, en fait. C'est pas nous qui nous écrasons derrière. C'est, hop, ils vont donc moi, voilà, c'était surtout par rapport à l'argent, etc. Donc parce que je suis pauvre. Et du coup, quand tu es avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que toi et tout, honnêtement, c'est cool, hein, on va pas se mentir. Mais tu le mets au courant déjà. Tu lui dis, mais moi, en fait, je peux pas aller là, je peux pas aller là, je peux pas aller là. Donc, soit tu payes pour moi, soit je viens pas, quoi. Et il paye.
Mais c'est-à-dire que oui, il faut, au final, je pense qu'on peut avoir un petit pouvoir quand même en leur disant j'ai jamais eu besoin de toi avant, et là, au final, ouais, tu veux m'apporter un plus, ben tant mieux. Moi, ça me va, mais il faut pas que tu me fasses me sentir redevable de ce plus que tu m'apportes, parce que déjà, si tu es là avec moi, c'est que moi aussi, je t'apporte des choses, tu vois. Et si tu es juste là pour faire ton mec paternaliste et que tu avais envie d'être le chevalier blanc qui me sauverait de la galère, etc., ben c'est raté, et ça n'arrivera pas. Donc voilà, je pense qu'il faut juste remettre les choses dans leur contexte et leur expliquer qu'on s'en est toujours très bien sorti sans eux. Ouais, et c'est vrai que c'est super important de réfléchir à cette question de la dépendance, parce que après peut y avoir aussi la question de la rupture à un moment et de comment est-ce qu'on va se débrouiller si la personne n'est plus là. Et même si ça peut être super compliqué, notamment quand on dépend directement, comme tu disais, pour le courrier par exemple, si on n'a pas le bon prénom sur notre carte d'identité, pour recevoir du courrier, pour aller chercher du courrier à la poste, ça peut être si on a un périmètre de marche limité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir pousser notre fauteuil, ça va aussi mettre une pression sur la relation, et ça va plus juste être une relation entre deux personnes qui font des trucs ensemble et c'est cool, mais tout de suite va y avoir l'engagement de bah oui, je t'ai dit que je venais avec toi à tel moment, je vais venir, je t'ai dit que je mettais mon nom sur le courrier, je peux pas me barrer comme ça parce qu'il faut que j'aille le chercher à la poste. Et c'est des relations qui tout de suite sont rendues plus compliquées parce que souvent la société n'est pas adaptée, parce que le changement d'état civil n'est pas du tout rapide, c'est une galère, parce que avoir un fauteuil électrique, il faut que tout soit accessible, et ça, bon, c'est clairement pas le cas. Et c'est une dépendance qui est amplifiée et qui est rendue, même qui est rendue, ça ne veut rien dire, qui est créée. Exacerbée. Ouais, c'est ça, aussi exacerbée par le fait que la société n'est pas adaptée. Et ça peut être très compliqué de se dire je vais quand même essayer, je vais pas me reposer juste sur cette personne, même si ça peut faire du bien. Et on peut se dire je vais avoir 1 mois, 2 mois peinard tranquille et je vais souffler un peu et après voir mes problèmes. Mais voilà, c'est vrai qu'on est dans des cas souvent où, quand on fait partie de minorité ou quand on a des problèmes d'argent, où on va dépendre d'une personne parce que c'est comme ça. Et c'est important de garder des contacts en dehors et de garder des amis en dehors. Comment ? Des portes de sortie. Oui, des portes de sortie, c'est ça. Et comme tu disais, les relations abusives dans ce cadre-là, même si la personne est très cool et même si la personne, ça peut encourager parce qu'il y a le contexte qui fait que, voilà, ça va le créer. C'est comme, il y a eu des expériences très célèbres faites par des psychologues. J'ai passé mes partiels il y a 2 semaines, donc du coup je suis un peu au taquet sur la psychologie sociale. Mais des psychologues ont fait des études en mettant des gens dans un décor de prison et en disant voilà, la moitié du groupe tiré au hasard vous êtes les gardes, la moitié du groupe vous êtes les prisonniers, et l'expérience devait durer 2 semaines, elle a duré 6 jours parce que les personnes avec le pouvoir, avec les uniformes, avec cette possibilité, pas du tout cette obligation, pas du tout cette instruction, mais cette possibilité de faire du mal aux autres, ils l'ont fait, ils ont pris l'ascendant parce qu'ils le pouvaient. Donc même si à la base la personne est très gentille, il faut toujours faire gaffe à ça. Et c'est épuisant parce qu'on n'a pas que ça à faire quand on a des problèmes à régler avec la société. Mais voilà, faut faire gaffe. Et dans aucun cas, t'es redevable de quelqu'un parce que cette personne t'accepte comme t'es. Et je pense qu'on revient aussi un peu au sujet en tout début d'heure, on a parlé de... C'était de transidentité ? Ouais. Ou de sexualité ? Même les deux, en fait. Les deux, on est passé sur les deux. T'es pas redevable de quelqu'un parce que cette personne est gentille avec toi. T'es pas redevable de quelqu'un parce que cette personne te traite comme un être humain avec des droits humains basiques. Absolument pas. Et les menaces de oui, mais tu trouveras jamais personne qui t'aimera, c'est faux. Voilà. C'est très malsain. Si jamais quelqu'un te dit ce genre de choses, cours, va loin si tu peux, enfuis-toi. Comment ? Roule. Oui, exact. Oui, en plus je suis venue en fauteuil, je devrais y penser. Donc voilà, clopine 3 pieds avec ta béquille, enfin enfuis-toi, super loin. Mais voilà, à aucun moment tu es redevable de quelqu'un parce que cette personne juste est normale avec toi, est gentille avec toi. Et oui, tu trouveras quelqu'un et ça demandera sûrement beaucoup de communication, ça demandera sûrement beaucoup de sensibilisation, comme disait Calvin. Tu vas débroussailler un peu tous les préjugés que cette personne peut avoir. Dans mes relations, j'ai beaucoup d'antivalidisme à faire et c'est épuisant. Et parfois, juste, ça m'arrive de regarder la personne avec qui je suis en disant « Non mais là, tu te comportes comme un gros valide de merde, s'il te plaît, arrête !» Et sur le coup, elle est vexée, le lendemain, elle s'excuse. Mais ça peut être super compliqué, mais ça vaut le coup. Et parfois aussi, être avec des gens qui ont les mêmes, on va dire problèmes, mais c'est pas des problèmes, mais qui ont les mêmes particularités que toi, qui sont comme toi,
ça peut être très reposant. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas tous ces soucis de te dire mais on va aller dans un endroit pas adapté parce que l'autre personne non plus elle peut pas y aller et votre monde à vous il est adapté. Donc voilà, tu es quelqu'un qui est digne d'amour. Et si je peux on a le temps, je sais pas du tout. Ouais. Enfin c'est juste 5 minutes. Par rapport, du coup, en fait, je voulais parler de l'autre sens aussi, c'est-à-dire que parfois, c'est dur de rester en couple avec quelqu'un et en fait, on peut se sentir hyper coupable de quitter cette personne parce que, genre, elle a des problèmes d'argent ou parce qu'elle fait une dépression, etc. Et qu'on se dit, c'est pas le moment, faut pas que ça va être encore plus horrible et tout. Et ça, c'est aussi une forme de culpabilité qui est assez lourde et où, on peut pas non plus prendre tout sur nos épaules et que c'est des choses, on te quitte pas parce que tu fais une dépression en fait, c'est un tout, c'est plein de problèmes et tout, t'es plus amoureux, t'es plus machin, etc. Mais il faut pas non plus se dire je vais remettre à plus tard parce que là je peux pas le laisser tomber maintenant. Parce qu'en fait, ça peut être pire et ça peut te faire sombrer après dans un truc infernal quoi. Et tu rends pas service à quelqu'un en restant par pitié. C'est ça. Clairement. Ouais. Et après c'est un peu le syndrome du sauveur où t'arrives en disant je vais remettre ta vie en place et c'est tellement malsain. Mais non, je pense pas qu'on se dise ça. Mais certaines personnes, oui. Tu sais, qui se disent je vais pas le quitter parce que c'est moi qui vais réussir à remettre cette personne sur le droit chemin et qui vais aider. Enfin, peut aussi y avoir ce côté-là, tu vois, en disant. Je plutôt de la peur de quitter quelqu'un parce que tu te dis mais en fait, comment après cette personne va faire. Oui, ça lui enlève tous les avantages qu'elle avait quand elle était avec toi. Ça me rappelle quelque chose que j'avais lu, je crois que c'était sur Twitter, quelqu'un qui demandait, qui faisait un sondage à la con, qui disait est-ce que ça vous est déjà arrivé de pas sortir avec quelqu'un parce que il ou elle avait une maladie mentale et que vous saviez que vous pourriez pas la sauver? Et nous, dans ma petite communauté de personnes neuroatypiques de Twitter, on était genre quoi, mais sortir avec quelqu'un, c'est pas être un sauveur en fait. Mais tu pourras jamais régler les problèmes de ta relation et une relation patient-thérapeute, c'est complètement déséquilibré. C'est comme une relation parent-prof. Non, c'est comme une relation prof-élève ou une relation parent-enfant. C'est toutes les relations qui sont trop déséquilibrées pour construire quelque chose de romantique dessus, parce que les relations amoureuses, c'est quelque chose où on essaie d'être un minimum à égalité et c'est impossible dans le cas d'une thérapie. Donc faire partie de l'environnement favorable d'une personne pour qu'elle guérisse, oui, mais être son thérapeute, non. C'est ça, je pense que pour qu'une relation marche, il faut être dans un level quand même où chacun s'apporte à peu près des choses similaires, etc. Enfin, moi, du coup, j'ai des exemples un peu dans le milieu artistique où quand tu sors avec quelqu'un qui réussit mieux que toi, par exemple, tu vois, qui monte en grade, etc. Et où toi, t'es toujours un peu. Et d'un côté, t'es content pour cette personne, tu vois. Tu te dis, c'est cool, c'est mon amoureux, et là, ça marche et tout. Mais toi, en même temps, t'as ton désir personnel et très égoïste aussi, et de dire, oui, mais pourquoi lui et pas moi, et pourquoi machin. Enfin, c'est un échange, du coup, qui devient très déséquilibré, et c'est invivable. Clairement, c'est parce que du coup t'as une jalousie par-dessus qui se met, et après, tu vois, c'est interchangeable en plus. Après, 2 mois plus tard, il va retomber et c'est l'autre qui va exploser et qui va ramener la thune. Mais à chaque fois, oui, c'est des moments où le déséquilibre est trop grand pour avoir quelque chose de serein. Et je pense que oui, que ce soit problème d'argent, etc., quand en tout cas tu te bases sur des choses hyper concrètes de la vie, au final, parce que c'est très compliqué. Ça me fait penser à La La Land, c'est un peu ça l'histoire, par exemple. T'en as un qui monte et tout, machin, et du coup, oui, ça crée des... Comment dire ? Des chansons. De très belles chansons. Je reste sur le fait que, en fait, quel que soit faut faire attention à l'autre, être à l'écoute. Et si t'es justement dans la position de la personne qui va être valide et ton copain, ta copine est par exemple handicapé, ou t'es la personne qui est neurotypique et ton copain, ta copine, l'est pas, etc. Justement, si vous écoutez Radio Cuisine, c'est que déjà vous avez
un brin de sensibilisation, mais il faut vraiment essayer de prendre conscience de ça et pourquoi pas essayer d'en discuter justement de ces déséquilibres qu'il peut y avoir et des différences qu'il peut y avoir, parce que en fait on peut vite être dépassé et oublier justement que l'autre en fait fait pas les mêmes choses pareilles et peut se retrouver dans cette situation de dépendance, et justement avoir essayer de se dire ah oui, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose qui arrive, et pour essayer de justement de l'éviter. Et voilà, faut communiquer. Et une fois qu'on a pris une certaine façon de fonctionner, en fait, ça vient tout seul, mais c'est au début que c'est compliqué. Et une fois qu'on connaît la personne, c'est comme tout. Une fois que tu connais bien quelqu'un, tu sauras ce que tu vas lui acheter à manger pour un repas, ou tu sauras. Enfin voilà. Et se renseigner aussi, et savoir se remettre en question et se dire que on a toujours fonctionné d'une certaine façon, mais il faut aussi savoir changer, savoir discuter, savoir communiquer, et parfois savoir mettre fin à une relation, même si c'est extrêmement compliqué, mais parfois c'est la bonne solution de prendre de la distance. Comme dans La La Land. Et la base, c'est toujours la communication. L'autre personne ne peut pas savoir si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez inférieur, si vous sentez un déséquilibre dans la relation et que vous le dites pas, on peut pas le deviner. Mais c'est dur ça. C'est dur. On pourrait faire tout un podcast là-dessus. Mais il y a l'alimentine après. Mais parce que t'as vraiment envie qu'il le voit tout seul, quoi. T'as envie de dire, dis donc. T'as pas vu? Comment ça, tu vois pas? Mais on pourrait en parler de ça pendant l'heure libre un peu. Ça m'a coupé dans mon tout truc. à l'heure. Oh mince, qu'est-ce que tu voulais dire? De quoi on parlait? Donc oui, toujours dans le cas où vous êtes la personne valide ou neurotypique ou qui a plus de thunes, ou enfin voilà, partez du principe, et c'est un très bon ami qui m'a dit ça, que si votre conjoint, votre conjointe, votre copain, votre copine vous dit là tu fais de la merde parce que à propos de justement parce que je suis malade, quoi que ce soit, qu'il a raison. En fait, faut partir de ce principe-là, même si c'est dur pour votre ego, même si vous dit ah là c'est validiste, là tu dis de la merde, là franchement tu crains. Enfin, faut partir du principe qu'il a raison, rentrer dans soi-même un peu et revenir après. Laissez passer quelques jours, parfois ça aide. Oui. Parfois ça aide, mais oui, vous avez le droit de bouder un peu, c'est pas grave. Voilà, on a le droit d'être vexé dans notre ego, mais partez du principe que sur les thématiques qui le touchent, la personne aura raison en fait. Oui. Et après vous reviendrez vers les bisous. Voilà, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et peut-être que quand des fois une personne qui est en couple du coup avec une personne qui peut avoir du coup des attentes différentes de ce dont il a l'habitude, c'est super important. Si la personne se rend compte qu'elle n'est pas capable, pour plein de raisons, peut-être qu'elle n'est pas capable de se remettre en question, peut-être qu'elle le sait ou ce genre de choses, ou qu'elle n'est pas capable d'adapter son comportement, pouvoir le verbaliser, pouvoir s'en rendre compte et mettre fin soi-même à la relation, c'est comme dit, c'est pas forcément un drame, c'est pas forcément, des fois c'est vraiment la meilleure solution, même si ça peut être vraiment dur. Savoir soi-même reconnaître que peut-être c'est de notre faute, peut-être qu'on peut pas changer, etc. Mais savoir soi-même se rendre compte que là, je pourrais pas évoluer dans ton sens. C'est pas forcément qu'on sent du coup une mauvaise personne ou quoi que ce soit, mais si tu le sais, c'est pas une mauvaise raison de rupture, quoi. Ouais. On en fera des films. Mais ça fait une très bonne ça fait une très bonne conclusion, je pense, de se dire que la communication, il fait tellement chaud. On dégouline de partout. C'est oh là là. Vous aimeriez pas être dans la pièce. C'est très hot ici. Oui, mais pas dans le sens du terme. Je n'ai jamais autant regretté mon THS. C'est très humide. Calvin, s'il te plaît. Mais c'est une bonne conclusion de dire qu'il faut savoir se remettre en question, parfois prendre de la distance, c'est pas mal, et ça peut être très douloureux, mais faire une pause, mettre fin à une relation, avoir des discussions ouvertes, même si ça finit avec des pleurs, avec des larmes, ça peut être vraiment bien. Voilà. Voilà, allez, on ouvre les fenêtres.